Bonsoir. Ce soir, nous allons aborder le sujet de l'intelligence artificielle avec une table ronde, les utilisations d'aujourd'hui et aussi les impacts de demain. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur ou être méfiant par rapport à l'intelligence artificielle ou plutôt voir ça comme une force qui va nous servir et quelque chose de maîtrisable? Donc, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Collomb. Bonsoir. Vous êtes professeur au CNAM et titulaire de la chaire Finance. Nous avons aussi avec nous Manuel Zacland, bonsoir, professeur au CNAM, titulaire de la chaire d'expression et culture au travail et directeur du laboratoire dispositifs d'information et de communication de l'ère numérique. Nous avons aussi Anas Arifi, bonsoir. Vous êtes directeur de produits dans la start-up HelloJam. Et Augustin Marty, bonsoir, cofondateur de Diplomatique, une start-up également dans le numérique. Donc je vous laisse autour de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors juste deux mots. Moi, je suis le plus éloigné du sujet parce que je suis professeur de finance du CNAM, mais je dirais deux mots tout à l'heure quand même sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la finance et pour différents domaines, notamment tous les services aujourd'hui, enfin certains services de l'industrie financière et de l'assurance. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, je ne sais pas s'il est là, mais je ne le vois pas, à Pierre-Pascal Boulanger, l'organisateur du Printemps de l'économie, qui va arriver parce qu'il y avait autre chose d'ailleurs à Bercy aujourd'hui, qui était le lancement du printemps. Merci à vous d'être là ce soir, parce que je pense que d'être un vendredi soir à 19h pour écouter un débat, il faut être assez courageux. Merci à nos trois participants que je vais présenter. Alors, tout d'abord, en fait, pourquoi ce débat et pourquoi est-ce qu'il nous a semblé, moi, j'ai la chance de faire partie du conseil scientifique du Printemps de l'économie, d'avoir un débat sur l'intelligence artificielle. C'est que, comme vous l'avez probablement lu dans la presse dernièrement, et dans les 6 derniers mois, même dans l'année dernière, vous avez eu, je ne les ai pas apportés ici, mais une succession parfois d'annonces un peu, pas catastrophistes, mais qui mettent, je dirais, en exergue à la fois le potentiel extrêmement fort de l'intelligence artificielle, je dirais, dans le bon sens, pour faire tout un tas de choses, et en même temps, certains périls. Alors je voudrais juste commencer et motiver le débat avec quelque chose que vous avez certainement, je dirais, un cri d'alarme que vous avez certainement déjà lu ou entendu, qui était, je crois, au début de l'année dernière, en 2015, vous avez eu 3 annonces simultanées, à la fois vous aviez Stephen Hawking, le cosmologiste anglais, puis vous avez eu Elon Musk, le cofondateur de PayPal et le fondateur de Tesla, et puis Bill Gates, qui n'est plus à présenter, le fondateur de Microsoft, qui ont tous les trois dit à peu près au même moment, dans la presse, enfin je caricature et je prends un raccourci, mais l'intelligence artificielle c'est exceptionnel, mais il y a un certain risque à terme qu'il y ait je dirais une autonomisation de robots ou d'entités intelligentes qui amènent la fin de l'humanité. Alors je prends des raccourcis, mais du coup, cela a amené, je pense, une succession de unes. Vous avez eu l'Économiste en mai dernier. Plus récemment, vous avez eu la une de l'Express en février, etc. Et beaucoup de périodiques et de différents journaux anglo-saxons, français, etc., s'intéressent à la question. Voilà, donc bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, modestement ici, on ne va pas apporter toutes les réponses à un sujet qui est extrêmement vaste, mais pour moi, c'est un plaisir donc d'accueillir nos 3 intervenants pour qu'on puisse discuter du sujet, puisque on est en comité relativement réduit encore, je pense que, et dans l'esprit du printemps, la conférence va être organisée de la manière suivante. Vous allez chacun avoir l'occasion de dire un peu ce que vous faites et ce que vous pensez du sujet. Et puis je pense que très vite, on va garder une part importante de questions-réponses et pour avoir un dialogue interactif avec vous.
Alors, je présente nos trois intervenants. Alors, de gauche à droite, tout d'abord, ou de droite à gauche pour vous. Tout d'abord, Augustin Marty, donc, qui est le fondateur de Deepomatic. Augustin, vous pourrez nous expliquer ce qu'est le deep learning, mais donc, si j'ai bien compris, vous utilisez des technologies de deep learning pour permettre, je dirais, une exploitation intelligente des images et aider tous les consommateurs que nous sommes à pouvoir, d'une certaine manière, monétiser et trouver les produits les plus appropriés en fonction des visuels à disposition. Et puis, alors Marjolaine Grondin donc s'excuse, mais la fondatrice d'HelloJam devait être avec nous ce soir, mais on a Anna Sarifi. Alors, vous êtes le Chief Product Officer, non? Voilà, d'HelloJam. HelloJam, je pensais que c'était une super start-up à avoir ici aussi pour le printemps de l'économie, parce qu'il y a pas mal d'étudiants parmi vous. Vous avez un service, je l'ai d'ailleurs un peu essayé, en fait, que j'ai trouvé assez drôle. Alors, HelloJam a en plus, je crois, la particularité d'avoir une combinaison. Vous utilisez à la fois des techniques d'intelligence artificielle, mais vous avez une intervention humaine. Donc vous pourrez nous en dire beaucoup plus. Et last but not least, Manuel Zaclade, donc, qui est un collègue du CNAM. Alors, Manuel a une carrière riche et variée. Je crois, Manuel, tu as commencé, tu as notamment été à un moment dans les labos d'Orange Lab, d'Orange Recherche et Développement. Tu as une formation initiale aussi en intelligence artificielle, voilà, en psychologie cognitive et informatique. Et je compte sur toi un peu pour remettre les choses en perspective entre, je dirais, les annonces catastrophistes enfin, qui n'ont pas dessein à être catastrophistes, mais qu'on peut parfois lire dans la presse, et puis ce qu'on peut vraiment attendre de l'intelligence artificielle. Alors, je sais pas, Augustin, tu veux commencer peut-être à nous parler de Deepomatic et de ce qu'est le deep learning et ce qu'il permet de faire? Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'expliquer un petit peu, d'avoir l'occasion de faire un peu de publicité pour ma compagnie, du coup. Donc, chez Deepomatic, on utilise les technologies dites d'intelligence artificielle, qui sont des réseaux de neurones ou du deep learning, pour comprendre les images, et en particulier pour comprendre les objets qui sont dans les images. Donc, à quoi ça sert? Nous, on est en partenariat avec des magazines. Donc, les magazines, ça va être des magazines comme des magazines vraiment de consommation, donc Elle Décoration, Pure People, Pure Trend, des magazines qui ont tout un catalogue d'images, des images qui font rêver les gens et qui, à côté de ces images, mettent des publicités à tendance intrusive et qui ne fonctionnent pas bien. Donc, nous, on a eu l'idée de leur proposer d'insérer dans leurs images une sorte de bouton qui permet de retrouver, de petites icônes qui permettent de retrouver les produits qui sont dans les images. Donc vraiment, le cas typique, c'est vous avez toute une série, toute une série d'images sur la dernière mode du normcore parmi... donc c'est une tendance fashion. La dernière tendance du normcore parmi les geeks, mais aussi parmi les hipsters les plus pointus du 11e arrondissement. Et ben, dans ces images, on va insérer des petits boutons qui vont permettre de retrouver tous les produits que vous voyez dans les images et de les retrouver, de les acheter potentiellement. Donc, on attache énormément d'importance à l'idée que le consommateur perçoit ça comme la prolongation d'une expérience éditoriale et qu'il ait plaisir à découvrir, à aller un petit peu plus loin, à se dire « Ah ok, très bien, ça m'intéresse, où est-ce que je peux acquérir de tels objets ?» Donc c'est là où on voit d'ailleurs que la reconnaissance d'images, la compréhension du contexte, qui est une des branches de l'intelligence artificielle, permet de créer une forme de publicité très native, très contextuelle, et qui va, à notre sens, transformer le monde de la publicité pour apporter plus de valeur aux individus que les publicités que vous voyez aujourd'hui sur Internet. Après, on pourra rebondir, et je serais très heureux d'être challengé sur le fait que ça soit une forme de manipulation, puisqu'on est là pour apporter du pour et du contre. Quelque part, c'est une façon cachée de faire de la publicité et de gagner de l'argent. Voilà pour l'activité de Deepomatic. Mais les gens sont très heureux.
Est-ce que, enfin, on y reviendra tout à l'heure, est-ce que tu peux dire 2 mots sur, sur le deep learning et ses progrès peut-être récents, et notamment la reconnaissance faciale ou autre? J'ai lu notamment, je crois que Google a maintenant un produit ou un robot qui est capable, je disais tout à l'heure, 97% du temps de reconnaître les visages, etc. Enfin, moi, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait des réseaux de neurones, etc. Mais ça marchait pas vraiment encore, quoi. Tu vois, c'était il y a 15 ans. D'accord. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, il y a vraiment une révolution. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu des technologistes, mais il y a eu une révolution qui, au départ, était très confidentielle. Elle était réservée à des chercheurs qui soit étaient chez Microsoft, soit dans des grands labos de recherche comme INRIA ou d'autres dans le monde, et qui se battaient sur un petit concours chaque année qui s'appelait ImageNet et qui consistait à comprendre très basiquement ce qu'il y avait à dire. Voilà, ça c'est un chat, ça c'est un fox terrier, ça c'est un cheval, ça c'est une maison. Et puis dans ce concours-là, il y avait toujours ça marchait vraiment très mal. Et puis un jour, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée en 2012 et qui a gagné le concours de très très loin, qui a fait une progression très grande dans le fait de reconnaître ce qu'il y avait dans les images. Ça s'appelait les réseaux de neurones. Depuis ce jour-là, il y a eu une concentration, il y a eu vraiment un phénomène qui est que énormément d'efforts dans la recherche et développement ont été mis autour de cette technologie. Elle s'est très démocratisée aujourd'hui. Et en quoi elle consiste? En gros, c'est des programmes informatiques qui qui sont très simples parce qu'ils ont besoin d'exemples pour comprendre ce qui est contenu, donc là en l'occurrence dans les images. Donc si vous lui remontrez des milliers d'images d'immeubles versus des milliers d'images de maisons versus des milliers d'images de paquebots, ils vont apprendre à faire la différence tout seuls, sans que vous ayez à programmer et à expliquer concrètement la différence entre un paquebot, une maison, un immeuble et puis des milliers de concepts. Cette technologie, elle s'est énormément démocratisée parce que les grandes entreprises comme Google, Facebook, et même Baidu, le moteur de recherche chinois, Microsoft, mettent à disposition de tout le monde les algorithmes, open source leurs algorithmes. Il y a des librairies qui s'appellent TensorFlow, Café, qui maintenant sont disponibles à tous les développeurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est assez facile d'accès. Et tout l'enjeu, pour réussir à faire un bel outil d'intelligence artificielle qui comprend les images, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de déporter sur l'acquisition de bases de données. Donc on pourra y revenir parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu fondamental dans l'activité de nos startups avec Anas. Très bien, merci beaucoup Augustin. Anas, alors, HelloJam, qu'est-ce que ça fait? Bonjour déjà, et merci pour l'invitation. Ouais. Alors, HelloJam, c'est un petit peu moins B2B que Diplomatique. C'est un assistant personnel pour les étudiants. En fait, on demande à Jam absolument ce qu'on veut. Et l'idée, c'est que Jam réussit à chercher un peu partout sur Internet et trouver le bon contenu pour la personne. Par exemple, si je sors de cours et que je veux boire un coup avec mes amis, ben, je peux demander à Jam un bar à côté de l'école, en langage naturel, comme j'enverrai un texto à un ami en fait. Et Jam va parcourir tout Internet, enfin les bons sites finalement, et puis on va trouver le bon contenu et l'envoyer. L'intérêt en fait, c'est de petit à petit apprendre de tous les messages qu'on reçoit et pouvoir répondre en fait à une majorité de ces requêtes automatiquement. Une majorité qui va progresser petit à petit. Et enfin, on n'arrivera jamais à 100%, ou du moins pas avant un bon moment. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça permet de demander absolument tout et n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle supervisée par les humains, parce qu'aujourd'hui c'est pas possible de faire ça de manière automatique. Et l'idée derrière, c'est de effectivement décloisonner en fait chacune de ces demandes et permettre de créer vraiment un humain en fait avec qui on va échanger, comme on parlerait à un ami ou à sa famille, etc. D'accord. Alors, est-ce qu'on doit comprendre, par exemple, quand on commence à utiliser un service, entre le début de l'utilisation du service, si donc je rejoins HelloJam, je l'ai fait hier, et donc je commence à poser des requêtes, et puis au cours du temps, dans une semaine, 2 semaines, etc., que notre interlocuteur sera au début humain et à la fin, finalement, juste des algorithmes, ou est-ce qu'il y a une évolution, et donc il y a un apprentissage intelligent et programmé?
En fait, ce qui se passe derrière le rideau, c'est que quand on demande quelque chose à Jam, les algorithmes vont essayer de comprendre ce que c'est, ce qu'on appelle de la catégorisation. Et c'est ce qui est actuellement le goulot d'étranglement de notre intelligence artificielle. Il y a certains de nos concurrents, en fait, vont faire un assistant pour du bar ou pour du job. D'ailleurs, les deux existent. Et il y en a des versions françaises, d'ailleurs, que je ne vais pas citer. Et l'idée, c'est de réussir justement à, comme tu l'as dit, apprendre à connaître l'utilisateur. Mais actuellement, tout ce qu'on fait, c'est on regarde l'ensemble de notre base d'utilisateurs, toutes les demandes que tous les utilisateurs font. Mais petit à petit, on est en train de développer des systèmes d'apprentissage sur l'utilisateur en tant que tel. Donc il va apprendre en fait à connaître la personne. Derrière, en fait, derrière chacune de nos itérations, il y a un motto, c'est Jam se comporte comme un humain. Et un humain apprend à connaître la personne avec qui il échange. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de lui donner chacun de ses attributs d'un humain. Et finalement, apprendre à connaître quelqu'un, c'est une des choses les plus importantes pour tisser le lien qui existe entre les individus. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra sur... J'ai quelques questions, mais je les garde pour tout à l'heure. Bonsoir Manuel. Aussi alors Manuel, donc j'ai pas donné aussi ton long CV, mais je vois que tu as fait une chose. Tu as contribué à introduire en France la recherche en ce qu'on appelle Computer Supported Cooperative Work, et qui est, si je comprends bien, en fait du travail coopératif qui est supporté par ordinateur. Et ma question, et on est un peu dans ce que Anas vient d'évoquer, c'est-à-dire collaboration, je dirais, homme-machine. Et je lisais tout à l'heure, parce que ça m'a pas mal intrigué, je ne sais pas s'il y a des joueurs d'échecs parmi vous, ici ou dans la salle, mais une citation de Kasparov, de Garry Kasparov, l'ancien champion du monde, et qui disait qu'aujourd'hui, apparemment, les meilleurs programmes d'échecs sont en fait des collaborations entre humains et machines, voire en fait des groupes d'individus qui peuvent travailler avec des algorithmes. Donc en fait, un travail collaboratif, c'est pas un ordinateur tout seul ou un humain, mais c'est un groupe qui travaille de manière coopérative. Alors bon, peut-être que tu pourras revenir un peu là-dessus, mais moi j'ai été très intéressé d'avoir ton point de vue sur l'évolution de l'intelligence artificielle et dans les 20 dernières années. Et est-ce que les peurs qu'on peut lire aujourd'hui étaient déjà celles qu'on lisait il y a 20 ans? Est-ce que c'est en fait du pareil au même? Ou si je puis me permettre, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a 15-20 ans, il y avait des espoirs énormes qui étaient placés dans l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, c'est en pleine explosion. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Bon, merci Alexis. Oui, c'est vrai, comme tu le rappelais, quoi, il y a beaucoup d'inquiétudes soulevées autour de l'IA. Il y a d'une part, effectivement, les auteurs américains que tu citais, qui sont dans le contexte de la Silicon Valley, avec Google tout près. Et notamment, une des choses qui leur fait très peur, quand ils expriment cette peur de l'IA, c'est plutôt en référence au transhumanisme. En fait, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, le transhumanisme, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure si nécessaire, mais en tout cas, il y a une des visions du transhumanisme, qui est une espèce d'idéologie de religion selon laquelle l'homme serait vraiment intrinsèquement faible, et pour devenir immortel, pour surmonter nos maladies, pour voir, on a besoin de cette technologie de façon consubstantielle. Et je crois que cette crainte de l'IA que eux expriment, elle est en partie liée à cette idéologie rampante dans la Silicon Valley, notamment parce que les fondateurs de Google, ils sont très attachés. Après, il y a d'autres craintes. Bernard Stiegler a sorti un livre sur l'automatisation. Il y a beaucoup aussi de gens qui disent que tous les emplois un peu tertiaires vont être remplacés par l'IA. Parce que voilà, donc ça c'est basé sur un discours qui pour moi, on y reviendra bien sûr, est quand même assez largement marketing, selon laquelle il existerait une intelligence artificielle et on peut avoir un point de vue
un peu différent. Si on revient un petit peu d'un point de vue historique à ce qu'était l'IA quand elle est apparue donc dans le cadre des sciences cognitives, qui était un mouvement pluridisciplinaire. On avait des linguistes, des psychologues, et le but de l'IA, c'était véritablement d'essayer de reproduire les activités mentales. Et donc, on pouvait faire de l'IA une recherche fondamentale tout à fait gratuite qui consistait à fournir des modèles pour les psychologues de manière à mieux comprendre les activités de résolution de problèmes. Puis bien sûr, il y a une dimension de l'intelligence artificielle qui a été plus opérationnelle, plus appliquée, dans lequel on a cherché de la performance dans la résolution des problèmes. Donc d'abord, éventuellement s'inspirant des capacités humaines, puis ensuite en s'en affranchissant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des programmes de jeu, en réalité, ne jouent pas du tout comme les joueurs humains. Et très vite, quand on a parlé de réseau de neurones, on n'était plus du tout dans la simulation des activités mentales, mais beaucoup plus dans des métaphores de neurosciences, donc des choses finalement assez différentes d'une première IA, quoi, disons. Donc, effectivement, après en fait, ce qui est très compliqué, c'est que voilà, l'univers de l'informatique, vous savez, mais comme l'univers de toutes les nouvelles technologies, c'est un univers très peu rationnel qui est porté par des discours marketing très forts. Nous, on appelle ça des discours d'escorte, dans lequel la technologie va sauver le monde, on a trouvé une nouvelle génération, le gros data va transformer l'économie de manière irrémédiable, les puissants. Bon, et donc, c'est toujours assez difficile parce que bien sûr, les investissements que font les industriels vont changer des choses, mais en même temps, on nous promet des choses tellement finalement fantastiques qu'on est déçu. Donc, la première IA, effectivement, on a vendu aux industriels que les machines allaient apprendre toutes seules, remplacer des experts. Il n'en a rien été. Et du coup, tous les travaux extrêmement intéressants qu'on faisait dans le domaine de systèmes qui allaient expliquer la manière dont ils résolvaient les problèmes, de systèmes d'aide à l'apprentissage, sont un peu tombés à l'eau. Et là, c'est vrai qu'avec la généralisation des réseaux, avec cette espèce de discours prophétique aussi sur le big data, il y a une renaissance d'une part, il y a la réapparition de ces techniques qui, effectivement, aujourd'hui, ont beaucoup d'informations pour traiter des choses, hein, donc qui sont plus efficientes qu'elles ne pouvaient l'être. Mais à mon avis, enfin, on reste quand même dans un discours qui est plus de l'ordre du marketing que du réel. Hein. En fait, tu vois assez vite quelle est ma posture. Hein. Moi, je suis en fait très intéressé par l'informatique. Hein, mais plus par cette informatique qui relève de ce qu'on appelle la révolution digitale ou la révolution numérique que par l'informatique de l'automatisation à outrance. Hein. Et moi, je pense que pour la suite du débat, c'est assez important de faire la différence entre deux formes de recours à l'informatique. Une forme de recours à l'informatique dans laquelle celle-ci, elle va remplacer l'être humain. Alors, je ne sais pas très bien, nos amis, dans quelle posture vous êtes, mais j'ai l'impression quand même, Anas, quand tu dis finalement, le téléphone va se comporter comme un humain, il va finalement remplacer un conseiller, que tu es quand même un peu dans cette tendance que le logiciel va se substituer à un conseiller humain. Hein, donc ça, c'est une vision qui est assez... qui est assez classique dans l'informatique de processus, dans l'informatique des entreprises, où finalement l'informatique met des gens au chômage. L'informatique, effectivement, est un danger pour beaucoup d'opérateurs. Puis un autre recours à l'informatique, hein, qui est celui auquel on est attaché quand on parle de Web 2.0, de révolution digitale, dans lequel les opérateurs réclament une informatique plus conviviale. Hein. Donc oui, il y a une informatique qui fait peur aux opérateurs, une informatique qui fait peur aux salariés, et un autre recours à l'informatique où on dit non, je veux plus d'applications ouvertes, plus d'applications conviviales, plus d'applications de dialogue. Et là, on n'est pas dans un mode où on remplace l'homme, où on se substitue à lui, mais où finalement on augmente ses capacités. Mais on ne les augmente pas sous l'angle du transhumanisme, hein, c'est-à-dire le transhumanisme qui finalement consisterait à prendre un bout de cerveau et à le remplacer par un processeur, mais on l'augmente parce qu'on le rend plus intelligent, on le rend plus curieux, on lui permet de mieux apprendre. Donc vous voyez, si vous remplacez des capacités très importantes que réalise l'homme par des programmes informatiques, l'homme, il n'a plus de possibilité d'apprendre, donc il devient plus bête. Alors que si vous êtes dans un rapport à l'informatique où en fait c'est toujours une source d'excitation, il ne s'agit jamais de me remplacer, mais toujours de me rendre plus curieux, de me faire découvrir de nouvelles choses, eh bien je deviens plus intelligent. Donc voilà, tu comprends ma position. Et il y a des conséquences économiques très claires. En fait, les deux sont possibles. Hein. Il n'y a pas de... On peut très bien aller dans une informatique, dans une société dans laquelle finalement un tout petit nombre de créatifs
vont développer des produits culturels hyper standardisés, dire tous les autres auront été mis au chômage ou réduits à des tâches. Et puis donc voilà, il y a d'un côté quelques créatifs géniaux et puis de l'autre côté des masses passives dont on capte les moindres frémissements d'humeur, tu vois, pour s'adapter. Alors voilà. Et puis une autre version dans laquelle tout le monde est acteur de sa culture, de sa santé, de son alimentation. Donc d'un côté, vous avez une société où il y a quelques concepteurs de plats surgelés qui sont distribués à tout le monde de façon standardisée, puis de l'autre, vous avez une société où on fait sa cuisine de manière créative. On est bon. Alors, on voit bien que dans la première société, on voit bien comment sont répartis les capitaux aussi. Hein. C'est-à-dire que la petite classe de créatifs débordés de travail, ben, elle va travailler pour des grands rentiers, des marques à la Walt Disney ou que sais-je, hein, qui vont conditionner les imaginaires et les comportements. Et puis, ben voilà, on a une espèce de masse docile qui va s'appauvrir à la fois culturellement et financièrement. Mais on a un choix possible tout à fait alternatif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de prémices qui montrent dans certaines formes d'économie collaborative et autres qu'on est en train de prendre cette voie-là. C'est celle dans laquelle, justement, on reste acteur de notre destin. On utilise l'informatique avec plaisir, mais comme un outil de stimulation et pas comme un outil qui nous remplace. D'accord. Merci beaucoup, Manuel. Je pense que ta posture et la dichotomie que tu présentes est très claire. Alors du coup, j'ai envie de revenir vers Augustin, qui disait tout à l'heure, qui parlait de manipulation. Augustin, j'ai envie de te demander, justement, si pour rebondir sur les commentaires faits par Manuel, est-ce que, par exemple, ce que développe Diplomatique est justement, je dirais, une stimulation, un enrichissement stimulant pour les consommateurs et une source éventuellement de créativité, ou est-ce que c'est, je dirais, une manipulation marketing très intelligente, mais et justement tellement intelligente qu'on a du mal à la déceler? Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'en est pas une. Et je crois que ça dépend beaucoup de la culture à la base de la société, des fondateurs et de ce qu'on a envie de mettre, dans l'entreprise. Je suis toujours un peu mal à l'aise face au concept d'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se confondent. Dans notre cas, pour l'instant, on parle d'agréger un très grand nombre d'informations, qui est en fait d'avoir compris. Donc nous, on a face aux images des magazines, on a des millions de produits. Et comment ça se passe concrètement? D'ailleurs, notre intelligence artificielle est aussi soutenue par des humains, parce que quand on a notre moteur de recherche visuelle qui va analyser l'image d'une décoration d'intérieur, on va analyser l'image du canapé, le moteur de recherche va vous donner 50 canapés identiques, et à ce moment-là, il y a un arbitrage qui est fait par des êtres humains, pour dire lesquels on va choisir et qu'on va mettre dans la photo. Parce que en termes de design et en termes de user interface, c'est pas du tout agréable d'avoir accès à un trop-plein d'informations. C'est à ce moment-là que via des algorithmes ou tout à fait consciemment à la main, on peut manipuler les choix. Nous, on a fait le choix aujourd'hui de mettre systématiquement ce qu'on pense qui est le mieux aujourd'hui en règle générale pour le consommateur. C'est-à-dire qu'on va favoriser un bon rapport qualité-prix, une marque qu'on connaît pour avoir des bons textiles, une marque qu'on connaît pour avoir des bons meubles. Et aujourd'hui, on ne fait pas du tout, on est vraiment focalisé sur apporter de la valeur et chaque mois, on fait des tests consommateurs pour voir comment est perçu le produit. Est-ce que c'est perçu comme de la publicité? Est-ce que c'est perçu comme un guide? Et on travaille énormément pour offrir de la qualité aux consommateurs. Jusqu'ici, c'était la question de la manipulation, c'était pas posée parce que c'était le plus rentable. Plus on offrait de la qualité, plus on augmentait le taux de clic et même si on ne gagne pas beaucoup d'argent sur chaque clic, parce qu'on n'a pas forcément choisi les produits qui marchent le plus, quand il y a plus de clics, ça augmente quand même la rentabilité. Aujourd'hui, on voit que par exemple, dans les images des célébrités, c'est plus rentable de simplement montrer la robe Dior qu'elles portent, parce qu'il y a énormément d'argent là-dedans. Et pour leur brand awareness, comme ils ont payé très cher une célébrité pour qu'elle porte du Dior pendant 1 an, eux, ils seront très contents qu'on donne cette information-là au monde entier dans les images. Donc là, on arrive sur un débat qui est: est-ce qu'on doit favoriser le profit de la société et travailler pour cette marque, ou est-ce qu'on doit favoriser
le bien-être des consommateurs et essayer de trouver des vêtements de bonne qualité, similaires ou quasiment identiques à celui-ci. Donc, je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question. Moi, je trouve ça super intéressant, votre explication sur l'intelligence artificielle. Pour ma part, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a déjà tellement à faire sur agréger, comprendre l'information et la redistribuer sous une forme agréable et utile pour le consommateur, avec des enjeux de design. C'est phénoménal, les enjeux de design qu'il y a autour de ça. La façon dont on partage l'information, on a l'impression qu'aujourd'hui on sait tout, mais en fait il y a des façons beaucoup plus naturelles et beaucoup plus puissantes de partager de l'information. Et je vais vraiment retourner sur des concepts, parce que moi je travaille sur des choses extrêmement terre à terre. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé par... donc il y a quelques paires de baskets qui sont très à la mode, et on voit très bien le comportement des gens. Ils font en moyenne 9 recherches sur Internet pour essayer de trouver qui la vend, à quel prix, est-ce qu'il y a leur taille, est-ce qu'il y a une réduction, est-ce qu'il y a une livraison gratuite, un retour gratuit, etc. Donc toute cette information, on pourrait penser que Google Shopping l'adresse parfaitement. Ben non, pas du tout. C'est pas encore bien adressé. Donc typiquement là-dessus, nos technologies, je ne sais pas si on peut appeler ça l'intelligence artificielle, mais nos technologies sont capables d'apporter de l'information supplémentaire et travailler pour le consommateur. On a cette ambition dans la société. On a envie de. Moi, je crois beaucoup plus en l'apport d'informations additionnelles, des nouveaux designs d'interaction, qu'une machine plus puissante que l'homme et qui décide ce que vous devez faire. Personnellement, je ne crois pas du tout que et puis je crois que l'homme n'a pas du tout envie qu'on lui dise tiens, là, tu as envie de prendre tel moyen de transport et pas tel moyen de transport. Là, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça. On a quand même notre libre arbitre, notre liberté, c'est des choses qu'on valorise énormément, je pense tous. Et je ne pense pas qu'on a envie qu'on nous dicte quoi faire. Merci beaucoup, Augustin. On va prendre parce que je pense que c'est très important de maximiser le temps de dialogue avec vous. Mais juste peut-être avant de commencer à prendre des questions de la salle, Anna, j'ai une question naïve, mais moi, mon premier stage d'ingénieur, je l'avais fait dans un labo d'intelligence artificielle qui faisait du traitement naturel du langage. Et à l'époque, je parle sous votre contrôle, tous et peut-être certains dans la salle qui sont des développeurs avertis, on parlait déjà du test de Turing, au sens où le test de Turing, je vous rappelle, mais c'est si vous dialoguez avec... imaginez que je me mette à dialoguer avec par quelqu'un, une interface, et que nous échangions des messages, je dois être capable de pouvoir déceler si mon interlocuteur est un homme ou une machine. Alors aujourd'hui, c'est une question très naïve de ma part, je n'ai pas suivi comment cette question a évolué durant les dernières années, mais est-ce qu'il y a des tests qui sont faits là-dessus dans le traitement naturel du langage? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, quand je pensais à ça, en fait, quand j'ai entendu parler d'EnnoJam pour la première fois, finalement, on dialogue avec une machine, mais où on ne sait plus si en face de nous, on a un homme ou une machine, quoi. Voilà. Est-ce que c'est encore très tranché? Alors, juste pour remettre les choses en contexte, nous, on n'est pas vraiment concernés par ça. Parce que, alors la question de est-ce que c'est un homme ou une machine, elle ne se pose pas vraiment pour Jam, parce que quand ce n'est pas une machine, eh bien le système le sait, et du coup c'est un homme qui répond. C'est notre système, en fait, ce qu'on appelle de fallback. Alors, pour le coup, juste par rapport à Jam, ce n'est pas encore d'actualité. Autre chose, l'an dernier, le test de Turing a été battu. Donc c'était l'an dernier, je pense, hein, c'est ça? Je ne me souviens plus exactement. Je ne me souviens plus par qui, mais ça a été, c'était assez couvert, moins que ça l'aurait été aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas encore tout l'engouement qu'on a depuis le début de l'an dernier sur l'intelligence artificielle, notamment avec les progrès de Google sur le jeu de Go. Je pense que c'était une des choses les plus couvertes dans la tech récemment. Puis quelques autres. Il y a des assistants aussi personnels. Par exemple, Facebook M, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. À lever de main, il y en a combien qui connaissent Facebook M? Ok, c'est pas très connu, ça me rassure. Maintenant, je viens de vous le dire, donc
Vous irez voir, du coup. En fait, c'est pas disponible en France, c'est disponible que à San Francisco. Et ce qu'ils font, c'est à peu près la même chose que nous. D'accord. Encore une fois, ils ne sont pas concernés par le test de Turing. En fait, la raison derrière tout ça, pourquoi est-ce qu'on commence à abandonner, entre guillemets, les chatbots qui étaient très populaires depuis les 60s, des chatbots qui ont été faits beaucoup en France d'ailleurs. La raison derrière tout ça, c'est vraiment que, en fait, il n'y a pas d'application concrète derrière un chatbot. C'est un outil qu'un chercheur fait pour prouver une théorie ou bien que quelqu'un fait dans sa cave pour s'amuser un peu. On va faire un chatbot et puis on va lui donner ce qu'on appelle des expressions régulières, des moyens en fait de comprendre des demandes de ses utilisateurs. Le problème, c'est comme ça, cet aspect séquentiel. Plus on va parler au bot, moins il y a de chances que la personne comprenne. Du coup, c'est pour ça que ce qui s'est passé avec Microsoft il y a 2 semaines, avec Tai, l'assistant de Microsoft, en fait. Alors, encore une fois, qui connaît Tai de Microsoft? Ok, là pour le coup, Un peu plus quand même. c'est drôle parce que bon, j'imagine que vous connaissez l'histoire derrière ce bot. C'était un bot qui était mis, enfin pour ceux qui ont levé la main. Du coup, j'ai préparé à expliquer. En fait, c'est Microsoft qui a fait ce bot. Il l'a mis entre autres sur Twitter. Il y a des gens qui lui parlaient sur Twitter. Et du coup, c'était public. Et on pouvait lui faire apprendre des choses. Et il y a certaines personnes du site 4chan, entre parenthèses, qui ont réussi à lui faire apprendre en fait le racisme. Et ils lui ont réussi à lui faire dire des choses assez horribles. Et ils ont pris ça en screenshot, ils l'ont envoyé un petit peu partout sur Internet. Et le lendemain, le bot a été fermé, il est plus disponible actuellement. Donc, moi je pense que ce qu'il y a à comprendre derrière ça, moi j'ai testé un Tai, c'est très puissant, c'est vraiment intéressant comment ça fonctionne. Parce que j'avais testé quelques autres robots et il n'y avait pas ce niveau de compréhension, on avait vraiment bien compris. Et au fur et à mesure de la conversation, on commence un petit peu à perdre le fil quand même si c'est Microsoft qui a quand même fait ça avec les plus grands moyens du monde. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui vraiment tenait la route. On est encore loin de ce qui a fait peur à certaines personnes qui ont écrit des bouquins de science-fiction. On est encore loin de ça, à mon sens. Il n'y a pas encore d'intelligence artificielle, dans le sens où c'est pas global, c'est catégorisé, c'est des briques en fait, qui sont développées petit à petit. Pour les mettre ensemble, c'est une autre histoire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Anas pour ces précisions. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, c'était ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'était Lee Sedol, qui était un grand maître du jeu de Go, qui a été battu, je crois, 4 en 5 manches, mais 4 parties à 1 par c'était DeepMind d'ailleurs, le nom de l'ordinateur de Google. Au dernier tour, le champion du monde a fini par gagner. Quand même. Je pensais que c'était l'avant-dernier. Mais bon, je sais pas, en tout cas, 1 sur 3. D'accord. Ouais, mais bon, c'était arrivé il y a déjà quelques années avec les échecs, et là, c'est arrivé plus récemment avec le jeu de Go, et c'était, je crois, une surprise quand même pour pas mal de monde. Voilà. Mais écoutez, je vous propose de prendre des questions de la salle s'il y en a. Il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir avec vous, parce que je crois que c'est important dans le cadre du Printemps de l'économie. Manuel l'a évoqué, c'est l'évolution des métiers tertiaires. Alors moi, je pourrais dire quelques mots sur ce qu'on observe, notamment en finance, avec les algorithmes de trading, etc. Maintenant, vous avez j'aurais pu les inviter d'ailleurs, vous avez des startups qui proposent de la gestion de portefeuille automatique et automatisée et intelligente. Donc, bien entendu, la finance beaucoup de métiers de la finance et même de la comptabilité, ce qu'on appelle les métiers du chiffre, à mon avis, vont être assez fortement impactés dans les prochaines années par l'intelligence artificielle est peut-être un bien grand mot, mais du traitement de plus en plus intelligent et automatisé des données. Merci beaucoup en tout cas à nos 3 intervenants, Augustin, Anas, Manuel. Et merci à vous. Merci à vous en tout cas pour animer le débat.